Introduction. La révolution industrielle et l'essor urbain sont étroitement liés en Europe et aux États-Unis. Les chiffres des taux d'urbanisation au début du XIXe siècle sont cependant très différents d'un pays à l'autre. Si 75% des Anglais sont des urbains en 1810, on trouve le chiffre de 50% en Allemagne, ou encore 40% des Américains ou des Français. 2. La naissance des villes industrielles et l'urbanisation. Ce n'est qu'en 1939 que 50% de la population de l'Amérique du Nord et des pays d'Europe sont des citadins. La hiérarchie urbaine se modifie, des villes champignons naissent dans les bassins houillers et sidérurgiques, des pays noirs de Grande-Bretagne, de la Ruhr ou des Appalaches. La vigueur des échanges favorise les villes portuaires comme Hambourg, Liverpool ou bien New York. Les capitales cumulent des fonctions économiques et politiques. Londres est la première ville au monde en 1900. Elle est doublée par New York en 1901. Les causes de l'augmentation des villes. La transition démographique provoque une augmentation des populations. L'exode rural important alimente les villes. Et les migrations internationales complètent les arrivées de population. Les immigrés s'installent d'abord en ville. L'urbanisation s'effectue sans contrôle. C'est la naissance des banlieues industrielles et ouvrières. La ville absorbe les communes périphériques. La dissociation entre le lieu de travail et le lieu de résidence devient fréquente. Puis la ville est repensée, agrandie, aménagée. Dès le XIXe siècle, de larges artères aèrent les quartiers centraux. L'effort se porte vers un développement planifié, plan quadrillé aux États-Unis ou au Canada. La ville est assainie par l'adduction d'eau, d'égouts. Elle est éclairée par le gaz ou l'électricité. Elle est enfin aménagée pour la circulation. Ces graphiques représentent en noir la population urbaine et en blanc la population rurale. Révolution et nationalisme. Le nationalisme est un principe politique qui est né à la fin du XVIIIe siècle, tendant à légitimer l'existence d'un État-nation pour chaque peuple. Entre parenthèses, par opposition à la royauté, régime politique qui, en France, sera nommé Ancien Régime. Le moment le plus important du XIXe siècle est la période entre 1848 et 1871. Le moment de 1848 va amener la France dans une nouvelle république qui va commencer le 2 décembre 1851. Cette deuxième république va reposer sur deux grands questionnements. Est-ce que le gouvernement se doit de s'impliquer plus dans le domaine social et économique du pays ? Puis, est-ce que le gouvernement repose sur une démocratie sociale ou bien une démocratie politique ? Ce sont des réponses que va essayer d'élucider Napoléon III. Au cours de ces années, on peut commencer à observer un début de réseau de chemin de fer. Dans la deuxième carte de la révolution industrielle, on observe que le chemin de fer a commencé proche des grandes villes, sûrement pour permettre l'agglomération urbaine de mieux voyager. Puis, après le moment de la Commune de Paris en 1871, la France rentre dans une certaine impasse. À la suite de plusieurs batailles perdues avec les pays autour, on fait face à un retour du nationalisme français. Pour certains, la France est dans un renouveau, un de ses meilleurs moments. Pour d'autres, la France est dans une impasse où tout ne va pas bien. Ce sont des situations qui vont rester jusqu'en 1914. Ces trois moments sont importants dans les deux révolutions industrielles, puisqu'ils permettent de statuer l'avancement d'une société selon sa politique. Il est rare d'observer un pays dans la misère politiquement, aller bien dans le sens économique. Toutefois, malgré ces difficultés, la France reste un pays qui a participé à sa manière dans la première et deuxième révolution industrielle. Également, durant ces années, un phénomène important prend place en France. En effet, le chemin de fer qui avait commencé à se développer en 1848 a pris de l'ampleur. Comme nous pouvons l'observer sur la deuxième carte, le chemin de fer se développe partout en France et permet de développer beaucoup de main-d'œuvre ouvrière dans le domaine du chemin de fer. Ce développement est en lien avec la volonté du nationalisme de 1871. De cette manière, on peut développer
le réseau de chemin de fer pour permettre de voyager partout en France facilement. Ceci explique pourquoi il est important de lier les moments importants dans la société et les innovations. Le nationalisme allemand est ce qui l'a poussé à se construire. Le nationalisme allemand est l'idée nationaliste selon laquelle les Allemands forment une nation, promeut à l'unité des Allemands et des germanophones en un État-nation, et souligne et est fier de l'identité nationale des Allemands. Sa cause. Le sentiment national allemand s'est construit autour de trois éléments. La religion, avec l'influence grandissante des élites protestantes, la reconnaissance d'une langue allemande, le Hochdeutsch, et la Révolution française, qui vit naître les termes de nation et patriotisme. Les termes de nation et patriotisme. Le terme de nation désigne une communauté politique établie sur un territoire défini et personnifiée par une autorité souveraine. Le terme patriotisme définit l'amour de la patrie, la désir, la volonté de se dévouer, de se sacrifier pour la défendre. Ceci nous amène donc au printemps des peuples, le principal pilier du nationalisme allemand. Le printemps des peuples, ou printemps des révolutions, désigne le mouvement révolutionnaire que connaît une grande partie de l'Europe en 1848, pour l'essentiel entre fin février et début juillet 1848, avec une forte concentration d'événements entre mars et juin, d'où la qualification de printemps. Les causes et la nature du printemps des peuples. Le printemps des peuples est en effet une conséquence directe de l'alliance du Congrès de Vienne et de la compression de la quadruple alliance et la Sainte Alliance, des aspirations nationales et libérales qui ont fait jour pendant la Révolution et l'Empire. La quadruple alliance est donc composée de l'Angleterre, l'Autriche, la Prusse et la Russie. Puis, la Sainte Alliance est un pacte conclu à l'initiative du tsar Alexandre entre la Russie, la Prusse, l'Autriche, afin de maintenir l'ordre providentiel en Europe, ébranlé par la Révolution française et par les guerres de l'Empire. Le paternalisme industriel. Avec la révolution industrielle de la fin des années 1830, le besoin en main-d'œuvre augmente considérablement. À ses débuts, les usines recrutent des paysans qu'il faut stabiliser, loger, nourrir, éduquer et soigner. Le paternalisme est également une réponse à la concurrence féroce que se livrent les grandes industries pour attirer les ouvriers en offrant certains avantages, logements, mutuelles, etc. Le turnover est récurrent au XIXe siècle et coïncide avec la mise en place du paternalisme. En France, le turnover dépasse souvent le dixième de l'effectif quotidien d'une entreprise, ce qui pose de graves problèmes de gestion comme pour les ingénieurs qui ne peuvent établir de prévisions sérieuses de leurs activités. Le communisme. Le communisme est une formation économique et sociale caractérisée par la mise en commun des moyens de production et d'échange, par la répartition des biens produits suivant les besoins de chacun, par la suppression des classes sociales et l'extinction de l'État qui devient l'administration des choses. Les principales classes sociales des sociétés industrialisées sont la classe moyenne et la bourgeoisie. À côté des paysans et des bourgeois se constitue une nouvelle classe sociale, la classe ouvrière. Les paysans ne possèdent pas tous leurs terres, certains sont métayers ou fermiers. Ils ont peu profité des nouvelles inventions dues à la révolution industrielle. Le syndicalisme. Le syndicalisme industriel révolutionnaire est un vaste mouvement international voué au regroupement des travailleurs en des organisations ouvrières unies, visant à renverser le système capitaliste au moyen de mesures industrielles, dont la grève générale. Le syndicalisme sous sa forme moderne est né en Europe dans les années 1880, résultant de la révolution industrielle, de ses changements démographiques, politiques et surtout idéologiques. Mais le phénomène syndical européen n'a pas abouti à un syndicalisme européen unifié. Le triomphe du libéralisme au XIXe siècle. Le début du XIXe siècle voit l'approfondissement des idées libérales en politique avec le libéralisme moderne. Le libéralisme est la doctrine selon laquelle la liberté économique, le libre jeu d'entreprise ne doivent pas être entravés. Le libéralisme économique est l'application des principes du libéralisme à la sphère économique. Cette école de pensée dont la dénomination est associée au siècle des Lumières
estime que les libertés économiques, libre-échange, liberté d'entreprise, libre choix de consommation, de travail, etc. Le libéralisme est un courant de pensée qui prône la défense des droits individuels, au nom d'une division fondée sur l'individu et la coopération volontaire entre les humains. Le système libéral repose donc sur la responsabilité individuelle. Les migrations causées par la révolution industrielle. Les effets de la révolution industrielle déclenchent des appels d'air de population importantes dans la première partie du XIXe siècle. Nous pouvons constater alors une multitude de flux migratoires en Europe. C'est le temps de l'immigration belge vers les mines. C'est l'industrie sidérurgique et textile, de l'afflux progressif des Italiens dans les métiers du bâtiment, de l'arrivée des Allemands et des Suisses. La croissance démographique au XXe siècle. La révolution industrielle est le processus historique du XXe siècle, qui fait basculer une société à dominante agricole et artisanale vers une société commerciale et industrielle. Ainsi, cette transformation provoquée par l'avancée ferroviaire des années 1840 affecte profondément l'agriculture, l'économie, le droit, la politique, la société et l'environnement. Elle a aussi contribué à l'accroissement de la population européenne. Dès le XVIIIe siècle, en Angleterre et par la suite sur le continent européen, la révolution industrielle contribue à la croissance de la population. En effet, les usines situées dans les villes bénéficient d'une main-d'œuvre nombreuse qui contribue à l'augmentation démographique de certains espaces. Les flux migratoires intenses se développent. L'exode rural, qui est le déplacement des populations des campagnes vers les villes, alimente la concentration des populations dans ces grandes villes urbanisées qui se situent au nord-ouest du continent européen. Par ailleurs, la révolution des sciences et des techniques permet de considérables progrès dans le domaine de la médecine et augmente l'espérance de vie. Le 6 juillet 1885, Louis Pasteur a révolutionné le principe de la vaccination. Son vaccin contre le virus de la rage a fait de lui l'une des grandes figures de la recherche scientifique. De plus, de grandes épidémies, autrefois sources de mortalité, reculent. C'est le cas de la tuberculose. En effet, le vaccin a été créé au XXe siècle par le duo Calmette-Guérin. De manière plus générale, l'augmentation du niveau de vie facilite l'amélioration et l'alimentation et de l'hygiène, expliquant la baisse régulière du taux de mortalité.